Mais tu as une enfance où il y a beaucoup de... finalement, peu d'amour au début, ou en tout cas tu le ressens un petit peu comme ça. Et un moment très violent dans le livre, moi, qui m'a un peu marqué, où il y a une tentative de suicide de ton papa devant toi. Ouais, on avait, en fait, il y avait, comme aujourd'hui, on peut le voir dans notre société, quand on vient d'une famille populaire, après, il y a des familles populaires où on s'en sort très bien. Bon, après, nous, il y avait des problèmes de finances. Hein. La finance, eh ben, ça engendre tout le reste. Hein. Ça engendre les loyers non payés. À l'époque, le téléphone, alors c'est une denrée rare d'avoir le téléphone fixe, hein, mais le téléphone, et puis ça engendre donc les huissiers à venir, ça engendre des disputes au niveau de la cellule familiale. Et puis nous, on était témoins, puisque aujourd'hui, on ne peut pas mettre de fessées aux enfants, on ne doit pas parler mal devant eux. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont bien, qui sont très bien faites là-dessus. C'est notre époque, quoi. On protège un petit peu les enfants sur ça. Mais nous, à l'époque, on ne protégeait pas les enfants. Alors quand ils se disputaient, nos parents, on était témoins de ça, quoi, témoins de ça. Et quand ça prenait des proportions au-delà de la normalité, parce que moi, j'ai été témoin de ça. De la brutalité entre tes parents. Où ta maman crachait sur ton papa, tu racontes des trucs... Je raconte des choses comme ça, costaud, oui, quoi. des disputes qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certains foyers, ça existe encore. Aujourd'hui, il y a encore des hommes qui frappent les femmes, qui battent les femmes jusqu'à la mort, donc il y a encore des abrutis qui se comportent comme ça, et malheureusement, c'est une question d'intelligence et de manière de se comporter. Et aujourd'hui, ça existe dans notre société. Moi, je l'ai vécu et j'ai réussi à me sortir de ça, et ça m'a forgé un espèce de caractère qui m'a permis toujours d'avancer. C'est la différence peut-être avec d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus faibles. Et c'est pour ça ce livre. Parce que je leur dis, voilà, on n'est pas... on choisit. C'est souvent ton mot, tu dis on a le choix. Je dis, on choisit, et je vous dis en toute humilité, parce que la marine vous apprend l'humilité, mais quand on gagne un peu de notoriété, quand on est un peu élevé comme ça par rapport à un livre, par rapport à un film, par rapport à une émission de télé, il faut redescendre de son piédestal. Moi, j'ai voulu dire, aujourd'hui, je suis là, et c'est pas péjoratif ce que je dis, pas être là. Mais je veux dire, je suis monté dans l'échelle sociale, je gagne bien ma vie, j'ai réussi, mais il faut savoir que j'ai eu une enfance au plus bas. Donc ça veut dire que c'est pas des cartes de la vie du départ. On peut s'en sortir si on en a envie. C'est pas parce qu'on a reçu quelques coups, quelques blessures. Si on a la volonté, la détermination, on choisit son destin. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans la vie, à un moment donné, quand les fenêtres elles s'ouvrent, eh ben, il faut rentrer. Du moment qu'on est honnête, qu'on est intègre, et qu'on a la bonne philosophie de la vie, et qu'on respecte les gens, parce qu'aujourd'hui le mot respect est important, quel que soit son âge, eh ben, on peut avancer. C'est ce que je veux dire. Vous êtes tous volontaires. C'est à vous maintenant de nous prouver ce dont vous êtes capables. Mais rappelez-vous à chaque instant qu'aucune des épreuves que vous allez rencontrer, aucune des souffrances que vous allez endurer ne seront jamais assez proches de celles que vous allez rencontrer en opération. On ne devient pas commando marine par hasard. Il n'y a pas de place pour les faibles au sein des unités de forces spéciales. Est-ce que c'est bien clair? Oui, commandant! Rappelez-vous une chose. Celui qui abandonne une fois, abandonnera toute sa vie. Premier maître, ils sont à vous. Ceux qui sortent de ce taxe, je les remets dans l'axe à ma manière. De surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Prouver cette chose, ce n'est pas à nous qu'il faut le prouver, mais déjà à vous-même. Si vous êtes capable d'eux et que vous passez cette évaluation, vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stage commando. Boulet, pagaie, la caisse, le tour de la cuve. Comme vous êtes, dépêchez-vous. Et beaucoup trop long. Surnommé Marius, ce premier maître est une légende chez les commandos marines. Il a 40 ans, dont 20 ans passés dans les forces spéciales. Il sera craint, respecté. C'est lui qui choisira qui part et qui reste. Et j'en passe et des meilleurs. Un briquet? Tu fumes? Non, premier maître. Alors pourquoi t'as un briquet? Pourquoi t'as un briquet? Sinon on en a besoin. Pourquoi faire? Pour manger? Mange froid. Où elles sont tes affaires? Elles sont haut, premier maître. Elles sont en haut, parce que toi aussi. Comme ça, les autres, ils vont perdre encore du temps avec toi pendant que tu iras chercher tes affaires là-haut. Oui ou non? Oui, premier maître. C'est ça. Donc t'as bien envie de pénaliser tes camarades? Non, premier maître. Si, c'est une chose, t'as envie de faire ça. Il trouve une boîte de produits énergisants. Ici, c'est interdit. Ça va t'aider, ça, à aller plus vite? Non, premier maître. Ça va t'aider à aller plus vite, ça? Non, premier maître. C'est avec ça que tu vas gagner quelque chose, hein? C'est avec ça. Avec ça aussi, tu vas être bon avec ça. Non, premier maître. Hein? Tu vas être bon. Tu crois que je vais trouver quelque chose qui va m'intéresser?
Hein? Hein? C'est pas, premier maître. T'as pas amené tes cigarettes? Hein? Non, premier maître. Elles sont où? Elles sont où? J'en ai pas, premier maître. Dans ton caisson là-haut? Dans ton caisson là-haut? Oui, premier Va maître. chercher, dépêche-toi. Tu sais pourquoi je sais qu'il a quelque chose? Non, premier maître. Parce que je le renifle. Il est à côté de moi et je le sens pas bien. Qui fume ici? Levez la main. Ça m'arrive, mais pas régulièrement. Baisse ta main, j'ai pas envie de discuter avec toi. Qui fume ici? Baissez la main. Plus personne ne fume. Qui fume ici? Personne ne fume. Ce n'est pas en vous dopant en cochonnerie que vous serez beaucoup plus performant. 80% de votre réussite, ça sera là-dedans. C'est bien clair? Vous êtes rassemblés derrière le stage à 10h15. Vous perdez déjà du temps. La pire des choses, c'est de montrer aux gens quand on subit. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Mais quand on commence à développer une respiration collective, un esprit de groupe, c'est là justement où on démontre qu'on ne subit pas. Ne montrez jamais la faille à personne. Le fait de montrer une seule faille à quelqu'un, la personne s'engouffrera dedans. Tu vas passer? Oui. T'es décidé? Oui, premier maître. D'accord. Pour d'autres, Je le sentais, c'est pour une ça. montagne infranchissable. C'est déjà son deuxième essai. Ouais. Va chercher la foi au fond. Chercher la foi au fond. Va chercher au fond la foi. Une formule choc pour provoquer une réaction, pour que le stagiaire se Tu l'as surpasse. trouvé? Tu l'as trouvé? Oui. D'accord, tu vas passer. La 14e journée commence bien mal. À l'aube, punition collective, toujours la même. La nuit précédente, lors d'un exercice, 2 stagiaires ont oublié leur arme en forêt. Pour Marius, une faute inexcusable. Et je peux te dire que grâce à vous deux aujourd'hui pour avoir laissé traîner vos armes, et vous allez pénaliser la totalité du groupe. Tu crois que quand je te donne ça, c'est une gueuse? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vivre avec, en permanence. T'as bien compris? Oui, premier maître. Je considère ça comme une faute professionnelle grave. Je me ferai un plaisir d'aller voir le Pacha pour demander autorisation que tu sois viré. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. 8 heures à ma montre. Changement de tenue. Short, t-shirt, basket. Vous perdez déjà du temps. 2 semaines viennent de s'écouler. La première sélection va avoir lieu. En attendant, pour le week-end, plus d'exercices, plus d'instructeurs, les stagiaires resteront seuls. Mais pour être sûr qu'ils n'auront aucun contact avec l'extérieur, on les parque dans cette cuve sans aucun moyen d'en sortir. Si tu lâches, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Ils vont surtout essayer de se reconditionner physiquement. Après une semaine assez éprouvante, sur le plan physique et moral, on va dire. Quand ils redescendent dans ces moments-là, tu apprécies tout ce bonheur. C'est un bonheur incomparable. Tu leur proposerais la lune, ils ne la voudraient pas. Par contre, du repos, manger, qu'on les laisse tranquilles, eh ben ça, ils vont l'apprécier 10 fois plus que n'importe quelle personne. Pour Marius aussi, c'est le moment de souffler et de se confier. Tu les aimes, tes gars? Ah mais c'est mes enfants, ça. C'est mes enfants, je vais venir les voir samedi en plus. Regarde, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille. Et le dernier stage, le 120, ils m'ont baptisé comme ça, papa. Parce qu'en fin de compte, quand tu les as appelés au stage, tu leur fais bien sentir que leur seule famille, la seule personne sur qui ils peuvent compter, c'est nous, quoi. C'est nous, la famille. Ne subissez Il y pas. a quand même de l'amour dans tout ça. Faites quelque chose de correct. Pendant que les stagiaires se reposent dans leur cuve, les instructeurs passeront le week-end à faire leur sélection. Et alors toi, quand tu étais adolescent, on va dire, mais un peu plus large, jeune homme, vers 19 ans, etc., vous étiez 4 avec des potes. JM, un Italien violent, extrémiste, fasciné par les armes. Oui, Patrick, un démon au visage d'ange qui se drogue à fond. Oui. J'ai repris les phrases du livre. Oui, c'est ça. Et Doumé le Corse qui vous tire un peu vers le bas, vers la violence et gangster, etc. à l'époque. pour lui, il a l'impression qu'il nous tire vers le haut. mais il nous amène, il nous fait goûter à l'enfer et en fait,
c'est un engrenage. Qu'on soit fils de bonne famille ou qu'on vienne d'un milieu populaire, c'est vos fréquentations qui jouent là-dedans. Donc quand j'ai commencé à basculer un peu dans la voyoucratie, Doumé nous a menés sur des terrains qui dépassaient peut-être l'entendement et largement, et on avait une espèce d'argent facile. Donc ça vient vite, vos fréquentations. Vous avez des fréquentations, plutôt que d'aller travailler... C'est vraiment violent, par contre. Pardon ? C'est vraiment violent, il y a du homejacking. Il y avait des choses qui étaient assez Prise d'otage de mecs chez eux. Oui, prise d'otage, on peut dire ça. Mais, ouais. Après, j'ai fait de la T'avais le pied sur la tête d'un mec chez lui avec des armes à feu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y vient facilement. On n'est pas prédestiné à ça. C'est à un moment donné, on dit oui et on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer et là où ça peut vous amener. C'est intéressant de comprendre vraiment ce que vous avez fait avant et ce que vous avez fait après. C'est des Corses qui vous donnent un plan qu'un mec a du liquide chez lui et des armes à feu. On sait que le gars, je suis gamin, j'ai honte de ça. Hein. Mon deuxième parcours, c'est la rédemption. Il faut jamais faire ça. Exactement. On sait que ce gars-là, c'est une proie facile, il fréquente les bars, il a plus tendance à siroter de l'anis qu'à faire son travail de boulanger. On sait qu'il brasse énormément d'espèces chez lui, on nous donne ce tuyau, et puis on y va, quoi. On y va, mais c'est facile. Je veux dire, oui, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est pas, on sait que c'est pas quelqu'un qui a du répondant physique, on sait que c'est quelque chose qui va être très simple à faire. Après, c'est franchir le pas. À un moment donné, je postillonne, pardon. À un moment donné, quand vous franchissez, vous êtes touché ? Non, pas du tout. En fait, j'aurais rien dit, de toute façon. J'aurais quand même fait ma gueule. Ce que je veux dire, c'est facile de mettre le pied à l'étrier. Après, voilà, moi je l'ai fait, je le regrette énormément, je conseille à personne de le faire parce que c'est un engrenage et si vous n'avez pas l'intelligence pour vous laisser dépasser par ça, eh ben vous finissez soit en prison ou soit vous êtes mort, quoi. Donc ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? On a compris qu'il ne faut pas le faire. Et ça, c'est bien de le spécifier à plusieurs reprises, etc., pour que tout le monde le comprenne bien, parce que c'était un regret après, etc. Complètement. Mais c'est-à-dire, comment vous êtes préparé à ça ? 19 ans, des potes. Quel âge vous avez ? 34. 34, un jeune, un an après l'âge du Christ. Et quel âge vous avez dit ? 23. 23. Est-ce que vraiment vous préparez, quand on a 20 ans, est-ce qu'on se prépare ? On a la fougue, le monde nous appartient, mais on ne réfléchit même pas. Quand on est jeune, il n'y a que des jeunes ici, il y a beaucoup de jeunes. Mais je veux dire, on est là, on va nous donner quelque chose, on ne réfléchit pas, on y va. Oui ou non, quoi. Ouais, c'est ça la différence entre la jeunesse, entre l'expérience, entre la maturité et le cercle de la vie, il est toujours comme ça. Les anciens disent toujours aux plus jeunes, ne fais pas ça, ou moi je te conseille plutôt de faire ça. Mais quand on est jeune, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ça nous glisse dessus. On a envie de découvrir la vie nous-mêmes, et à 20 ans, on a envie d'y aller, qu'on ne réfléchit pas. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça. Moi, ça m'excitait. Je le dis honnêtement, l'excitation, j'ai retrouvé après cette excitation ailleurs, dans un côté légal, dans le côté marine. Mais moi, j'avais cette excitation. J'avais le feu en moi. À 20 ans, 19 ans, j'avais le feu. Ça aurait pu mal finir, quoi. Sans problème, bien sûr. Et surtout, après, vous partez avec Toussaint, un mec qui a un restaurant, qui vous propose de devenir encaisseur. Oui, j'ai fait ça. Donc là, on est dans de la mafia locale. Vous allez chercher l'argent qui doivent à des cercles de jeu. C'est encaissé. C'est mieux qu'un huissier. C'est-à-dire armé, à un moment donné, il y a une histoire avec un PDG, vous allez dans sa société, oui. Vous le fracassez devant tout le monde pour récupérer de l'argent. Il doit de l'argent. À un mafieux. Mais il lui a pris cet argent, il l'a emprunté. Oui, mais alors, je vais vous donner. Aujourd'hui, ça existe, malheureusement. Aujourd'hui, il y a même des sociétés qui existent comme ça pour encaissement. Non, le recouvrement. Ouais. Oui, mais parce que les gens... Ils n'ont pas des mecs armés qui mettent là, dans la bouche. Peut-être pas, non. C'est plus maintenant, c'est au moins, c'est plus légal. Mais ce métier s'appelait encaisseur. On était des encaisseurs. C'est les voyous. C'est des voyous, oui. Pas des gangsters, c'est des voyous, des petits voyous. Parce que vous avez... cherche pas des voyous. Mais non, des voyous. Mais non, parce qu'il suffit que vous ayez une petite réputation de petits caïds de quartier, parce que vous avez fait vos faits d'armes, entre guillemets, on vous a vu vous battre quelques fois. Moi, je pratiquais la boxe anglaise, j'ai été à un bon niveau en boxe anglaise. Pareil. Donc voilà, alors après, on vous met une espèce d'étiquette dessus, on dit celui-là, il est bon, il peut me servir, mais en fait, vous êtes exploité par la voyoucratie par rapport à la petite étiquette que vous avez. Et je crois que psychologiquement et en fin de compte intérieurement, on essaye de chercher toujours cette valorisation personnelle par un tiers qui est un peu plus haut dans l'échelle, quel que soit son secteur d'activité, mais pour dire reconnais-moi et dis-moi que je suis pas mauvais. Et cette valorisation-là, sauf que j'avais choisi ce chemin et c'était pas le bon, quoi. Donc vous êtes parti dans un truc complètement... oui, complètement... C'est vraiment voyou. À un moment donné, il y a une histoire avec des explosifs. On vous propose un braquage d'une boîte de chantier où il y a des explosifs pour une carrière.
Vous y allez pas, vous sortez pas, Non. mais vous dites à deux potes, tiens les gars, il y a ça si tu veux. Oui. Ils y vont, ils tuent quand même le chien à coup de fusil, Oui. vous faites péter des explos pour tester ça dans un champ, ça tout le monde le fait pas quand même. Et après, du coup, vous faites attraper par la police là, et c'est là où vous faites, Il y a le déclic. entre guillemets, le déclic, C'est vrai. la vraie Mais arrestation, parce c'est que ce moment-là, je tombe la sur, bascule. je tombe sur un policier qui est un jeune policier qui est très très bien et qui me vouvoie. Le vouvoiement vient de là aussi, hein. C'est une marque de respect, quoi. Qui me vouvoie et qui sait à l'âge que j'ai et le chemin que je prends que si je continue dans cette voie, c'est la mort ou la prison. Donc lui, il me donne une chance. Il me dit à l'époque, il y avait le service militaire. Il me donne cette chance. Il me dit alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller cet après-midi à la caserne du Muy à Marseille. Tu vas devancer ton appel, c'est-à-dire qu'on va devancer avant qu'on soit appelé par l'armée. Il me dit si tu reviens avec ce papier d'engagement, eh ben tu n'as aucune charge contre toi. En gros, tu t'engages et je te tu t'en laisse. vas. Voilà. Ok. C'est une petite à chance, l'époque, c'est une chance. c'est une chance, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Ok. Et je pars pour le service militaire. À l'époque, c'était 12 mois. Et moi, il me dit tu parles plus longtemps. Donc j'ai signé au départ pour 24 mois, c'est-à-dire 1 an plus 1 an, 24 mois, un VSL, volontaire service long, et je suis parti. Et je pars. Et quand j'arrive là-haut, on est accueilli à la gare par un maître, puisque après 22 ans de service, hein, je connais quand même un peu les grades, non, je pourrais le dire, un géant. Il s'appelait Maître Baer. Il est plus de ce monde, Dieu ait son âme. Et il avait une tête d'ogive, bien pointue, comme ça, rasée. Et quand on descend du train, je vous assure, je me prenais encore pour un caïd. Hein. Moi, j'étais bercé par Scarface, Al Pacino et tout ça, et je croyais que le monde, c'était ça, quoi. Rien à voir avec ça, c'est pas la vraie vie. Hein. Je rassure tout le monde, les fictions et tout ça, Facebook, les films, c'est du cinéma, quoi. Déjà, pour essayer avec une arme de faire ça, bang bang, et être en cible, vous pouvez y aller. Hein. Je vous le dis, avec l'expérience. Ça n'existe pas. Et j'arrive là-bas à la gare, ils nous amènent sur l'Orient. Arrivé sur l'Orient, on rentre dans la base d'école des fusiliers. On est à peu près 3 bus, donc 45 places, vous voyez, les 3 bus, on descend. Et là, ce maître Baer, il nous fait un discours. Il nous dit, voilà, vous voyez, là, vous êtes dans le monde civil. On était sur la base, il y avait un grand gymnase. Et là, il y avait un couloir. Et il dit, du monde civil, vous allez passer dans ce couloir. Dans ce couloir, vous êtes libre. Si vous avez sur vous de la drogue, des armes, vous pouvez tout mettre. Il y a 2 caisses qui sont là, ça ne nous regarde pas. Tout ça, ça partira à la poubelle, ça sera viré, tout ça. Par contre, si vous acceptez de passer ce couloir, que vous basculez de l'autre côté, après, vous êtes à nous et vous êtes chez nous. Vous voyez, quand vous avez 150 personnes comme ça rassemblées et qu'on vous dit ça, moi le premier, j'ai pris conscience, j'ai fait la démarche. Caserne du Muy, je suis parti, je vais à Lorient. Je n'avais pas mis mes pieds en Bretagne, je ne connaissais pas la Bretagne. Hein. Bretagne et le couloir. Ça veut dire qu'encore on me donne une chance. On me dit vas-y dans ce couloir, vas-y. J'arrive dans ce couloir, à l'époque j'avais une arme factice, un truc d'alarme, la Arminus, ça s'appelait à l'époque. Et puis je suis arrivé là-bas, j'ai pris ce petit pistolet d'alarme, je l'ai mis dans la caisse il y avait de tout. Hein. Là je peux vous dire qu'il y avait du matos hein, quand même. Et je suis sorti de l'autre côté. Et là, j'ai fait 22 ans. 22 ans. Mais pourquoi je les ai faits après ces 22 ans? Je me prenais pour un caïd, je me prenais pour un costaud. Chaque fois que j'avais quelque chose à faire, on disait, c'est pas avec ta force, c'est pas avec tes poings, c'est pas avec ta grande gueule. Tu cours, tu travailles tes cours, tu finis premier, tu auras ce que tu veux à chaque fois. Quand j'ai fait mon stage commando élémentaire, je vais finir par ça, parce qu'après ils vont mettre une alarme. Quand j'ai fait mon stage co-élémentaire, j'ai fini major. Pour la première fois de ma vie, ah. « 20 ans. Pour la première fois de ma vie, j'étais premier quelque part. C'est... En fait, l'individu... Je me mets à poil ce soir devant vous. Hein. L'individu, il faut le valoriser. On sait trop faire quand on dit c'est pas bien. Tu as fait une bêtise, tu fais quelque chose, tu t'es là, dans le monde du travail, hein, dans le monde de la vie de tous les jours. Mais quand c'est bien, dites-le. Dites-le à quelqu'un, c'est bien ce que tu as fait. Quel que soit le métier, quel que soit, expliquez, décodez, dites que c'est bien. Moi, pour la première fois de ma vie, on ne savait pas le résultat. On était rassemblés, on avait commencé peut-être à 50 personnes, et on était 12 ou 13 à rester. Quand il a annoncé mon nom, Matelot Alivon, sortait des rangs, qui m'a remis la dague, il m'a dit « Major du stage commando 59 »,
pour la première fois de ma vie, je me suis senti important. Là. Cette importance, elle m'a permis de m'épanouir. Ça, c'est sympa à faire, c'est le tour de manège, on appelle ça. Elle m'a permis de m'épanouir et de comprendre. Dans les livres d'histoire à l'école, on ne l'a jamais appris, on ne l'apprenait pas. J'ai fait 2 fois instructeur au stage commando à l'époque à Lorient. Pendant le débarquement, 177 Français bérets verts ont débarqué en Normandie en 1944. C'était des Français, des Bretons, des Marseillais, de ce que vous voulez, qui ont traversé la Manche, qui sont passés par l'Espagne, qui ont rejoint là-bas, pour venir débarquer. Quand j'ai compris ça, j'aurais pu tomber sur un bon maçon, j'aurais pu tomber sur un bon infirmier qui m'aurait donné. Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que la remise en question, elle est importante. Chaque étape de sa vie, il faut se remettre en question. La communication est importante, il faut parler avec ses enfants, il faut parler avec ses collaborateurs. L'humilité, il faut être humble. Humble avec soi-même, humble avec les autres, humble dans la vie. C'est important. Que vous soyez tout en haut du sommet, vous redescendez vite en bas, je vous le dis. Je vous dis parce que c'est quelque chose qui est important. Et si vous avez compris ça, on peut y arriver, parce que tout est possible. Volonté, détermination, avoir envie et être humain, bordel. Soyez humain. Humain et valorisez les gens. Faites-le. Si vous avez oublié de le faire quand vous partez le matin. Ma philosophie, vous savez ce que c'est, ne pas encourager un homme parce qu'il a fait une erreur, c'est l'empêcher de s'améliorer. C'est ça. Il ne faut jamais être partisan de la double peine. Tu as fait une connerie, tu prends un coup de pied au cul, maintenant tu vas te remettre dans l'axe et tu vas travailler, tu vas montrer de quoi tu es capable. Quand il a montré de quoi il était capable, et bien là, on y va et on l'aide. Ça, c'est important. Chaque matin où je me lève, ma philosophie, j'imagine que c'est mon dernier jour. D'accord? Je me dis, chaque matin où je me lève, je vais mourir peut-être aujourd'hui. J'en profite. J'en profite au maximum. J'embrasse mes enfants. J'ai pris des risques ce soir, j'ai invité ma DRH. J'ai pris des risques. Mais chaque matin où je me lève, je me dis, c'est ça, j'ai des ennuis dans le boulot et tout ce qui s'ensuit, mais je me dis non, je vais y arriver. Je vais y arriver, faites-le, c'est pas impossible. Et c'est pas parce qu'on vient d'un quartier, c'est pas parce qu'on vient d'un endroit, parce qu'on est issu d'une classe sociale ou autre chose, parce qu'on est d'une origine ou autre chose, on peut y arriver. Si on se donne, si on veut dire, voilà, moi, mon message à moi, changer le monde, moi, mon petit message à moi, avec mon petit niveau, c'est changer le monde, et ben il faut le faire. Voilà, ça c'est une partie de ma conclusion, j'ai pas fini, il me reste encore du temps. Et j'ai pas fini. Je vais finir. Non, je vais finir par deux choses. La première, parce que c'est filmé sur YouTube, tout ce qui s'ensuit, et je voudrais dire à ma mère que je l'aime. Voilà. Maman, je t'aime, parce que quand j'ai écrit mon livre, je ne l'ai pas épargné dans mon livre, parce que j'ai écrit mon livre avec ma faculté d'écriture et ma syntaxe d'aujourd'hui, mais avec mon cœur d'enfant à l'époque. Et donc, elle a pu être touchée par mon livre en se disant, mais je ne suis pas cette mère-là, mais je voulais qu'elle le sache et je l'aime. J'aime ma mère et grâce à elle, je t'aime maman. Comme ça, elle le verra sur YouTube, elle dira OK. Et la deuxième, je vais chanter quelque chose. En mémoire à mes camarades, à mes amis, tout ça, je vais chanter un petit refrain. C'est pas Morales, hein, mais parce que Stéphanie, qui est dans la salle, croyait pas que j'allais le faire. J'ai dit si, à la fin, parce qu'au début, j'ai chanté. Alors j'y vais, justement, et je finirai par ça. C'est la chanson de la 4e escouade de Montfort, mais je chante que le premier refrain, la première partie, et après le refrain, mais ça dure quelques secondes. À moi, Forban, que m'importe la gloire, les lois du monde, que m'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire, et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'amour est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai su conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Forban doit mourir. Vin qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour, oui d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Merci à vous.